Quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui est en burn-out, il a plus d'objectifs, il a plus d'ambition, il a plus d'envie en fait. Même son envie, elle est au plus bas. Cortisol, c'est là où les gens vont devenir dépressifs, quand il y en a en grande quantité que le cerveau n'arrive pas à gérer. Et après, on arrive en phase quoi ? En phase d'épuisement. Et l'épuisement, c'est la mort physique ou psychologique. Donc, le stress, il n'est pas que psychologique. Il y a une phrase que j'entends partout en ce moment, sur les podcasts, dans des livres, sur les stories Instagram. Prends soin de ta santé mentale. Et je crois que cette phrase est devenue tellement répétée qu'elle a fini par ne plus vouloir rien dire. Comme un truc qu'on prononce 50 fois d'affilée jusqu'à ce que ça perde son sens. Mais il y a une question derrière tout ça, derrière cette phrase, une question que j'ai envie de poser aujourd'hui, et c'est celle-ci. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire de prendre soin de sa santé mentale ? Dans un monde qui récompense ceux qui se surpassent, qui glorifie la discipline et qui transforme épuisement en médaille d'honneur, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vis dans une époque qui a inventé un paradoxe fascinant. Je n'ai jamais entendu parler de bien-être et j'ai peut-être jamais vu autant de gens fatigués autour de moi. Je vois des gens qui méditent le matin pour mieux performer l'après-midi, qui lisent des livres sur le lâcher-prise pour mieux serrer les poings le lendemain. Il y a quelque chose qui colle pas. Aujourd'hui, je réfléchis à voix haute avec vous et pour m'accompagner, Fouad Esbiri, 4 fois champion du monde en kickboxing, en Muay Thai, devenu coach en performance mentale. Un homme qui a fait de la violence un métier et de la paix intérieure une vocation. Et c'est précisément ce trajet-là qui m'intéresse aujourd'hui. Pas les titres ou les victoires, mais ce qui se passe dans la tête d'un homme quand il s'arrête de combattre, quand il arrête de combattre les autres et qu'il commence à se regarder lui-même. Bonjour Fouad. Bonjour Wassim. Comment tu vas ? Super, et toi ? Très très bien, je te remercie. Très belle introduction. Merci. Fouad, j'ai une question qui découle de tout ça. J'ai lu un peu ton parcours, que je connais bien. J'ai regardé des interviews et tu parles de ton enfance un peu difficile. Tu parles d'un gamin seul. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence par là. Pas vraiment parce que tu as accompli ou parce que tu as traversé, mais j'aimerais qu'on parle de cette sensation de solitude de ce gamin. Qu'est-ce qu'il dit ? Il en est où ? Il fait quoi ? Il commence comment dans la vie ? Ou quand j'étais avant ? À l'époque. À l'époque, quand tu te sens seul, c'est la souffrance. Et c'est à travers la souffrance, la douleur, qu'on se renforce. Et c'est là où on va parler justement de force mentale. Qu'est-ce que c'est la force mentale ? Et moi, je vais vous donner une définition qui va, je pense, mettre d'accord tout le monde, parce que tout le monde parle de force mentale, comme tu l'as dit, discipline, concentration, gestion des émotions, performance mentale. Mais c'est quoi réellement la performance mentale ? Et comment on peut arriver à l'avoir ? Et donc, moi, j'ai une définition qui va vous aider à comment aller chercher justement cette force mentale pour être plus résilient, être plus positif et trouver un équilibre dans notre vie. Parce que c'est ça, en fait, le but. C'est l'objectif, c'est ça. Ce matin, je parlais avec un ami et lui, il est dans la fuite de la douleur. Donc, en fait, il prend toujours le chemin le plus facile, le raccourci. Il veut que sa vie soit facile. Mais c'est parce que tu choisis une vie facile qu'elle va être difficile. Cette solitude. Exactement, bien sûr. Et on peut s'apercevoir que plein de champions, plein de gens qui ont marqué l'histoire, c'est des gens qui ont beaucoup souffert, en fait. Et plus ils ont souffert, plus ils se sont devenus forts. Et c'est quoi cette définition qui va mettre tout le monde d'accord ? Ah bah attends, il faut laisser un peu de suspense. Ou alors tiens, on va inverser. Je te pose la question. Pour toi, c'est quoi la force mentale ? C'est une excellente question. Parce qu'en fait, tu vas t'apercevoir que à travers plein de définitions, tout le monde a sa définition. Mais pourtant, on peut mettre d'accord tout le monde. Si on pose la question à 100 personnes, qu'est-ce que c'est le stress ? Qu'est-ce que c'est la confiance en soi ? C'est quoi la différence entre angoisse et peur ? Entre motivation et volonté ? Et en fait, tout le monde pense savoir ce que c'est, mais en vrai, c'est confus. Et là, aujourd'hui, on va essayer justement de mettre des mots, des concepts, et surtout, comment arriver à développer tout ça. Est-ce que derrière chaque mot, chaque concept, il y a une émotion particulière ou il y a un mélange de plusieurs émotions ? Parce que moi, je pense à ce gamin qui est seul, à solitude, comme tu l'as décrit. À quel moment il a compris que cette solitude, en fait, elle ne le détruisait pas, mais elle allait l'aider pour le futur ? En fait, il faudrait revenir à comment une identité se construit. Donc moi, j'ai créé un outil qui s'appelle la pyramide de l'identité. On fait un peu coup de pub. Un truc international. Franchement, j'ai vraiment utilisé toutes les ressources, toutes les connaissances que j'avais en neurosciences pour expliquer à mes clients comment notre identité elle se construit, mais surtout comment nous, on peut la déconstruire. Un peu comme avec Joe Dispenza qui a écrit un livre qui s'appelle Rompre avec soi-même. Donc déconstruire pour rompre avec soi-même. Rompre avec soi-même. C'est un peu le même système. C'est que
on a une identité, ou on croit avoir une identité, et comment on peut la changer. Parce que beaucoup de gens pensent que, comme avec qui je parlais ce matin, il me dit j'ai 40 ans, c'est comme ça. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont 40 ans, qu'il faut que c'est comme ça, ils ne peuvent pas changer. Mais c'est faux. L'identité, c'est pas une étiquette. C'est un puzzle. Et tout au long de notre vie, en fait, elle évolue et elle change. Et on peut passer de gens, il y a des exemples, on peut en citer plein, des gens qui ont basculé d'un état où j'étais gentil à méchant, ou méchant à gentil. Donc l'identité, et même nos valeurs, elles peuvent changer. Est-ce que ça vient toujours de l'environnement, ce Non, changement? justement, non. Justement, il faudrait que je te décrive comment la personnalité se construit et comment nous, on peut la reconstruire. Parce que si on veut avoir des résultats différents, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout le monde a des objectifs, tout le monde aimerait atteindre des objectifs, mais pour atteindre des objectifs, qu'est-ce qu'il faut d'abord en amont changer? Ses habitudes? Ok, les habitudes, mais alors, Avant avant ça, bien avant ça, ton identité, ta perception des choses. Parce que si tu ne changes pas d'identité C'est le moteur de et tout tu ne ça. changes pas ta perception, tu vas continuer à faire la même chose en fait. Et tu ne te rends même pas compte de ce que tu fais. Il y a des choses qu'on fait qui sont comme les habitudes, qui sont mauvaises, et on s'en rend même pas compte. D'autres qui sont bonnes, pareil, on s'en rend pas compte. Mais l'idée, c'est déjà commencer par avoir une meilleure connaissance de soi. Et à quel moment on comprend, quand on est dans cet âge-là un peu où on a tous vécu des moments difficiles avec son environnement, avec son identité, avec qui je suis par rapport aux autres, comment on comprend là où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que ce souci vient de moi? Est-ce que ça vient de mon environnement? C'est quoi le déclic? C'est une question qui va être difficile à répondre parce que ça va dépendre du contexte. Et ça dépend. Tu vois, ce qui m'est arrivé moi, c'était à Lyon, mais s'il me serait arrivé la même chose à Bangkok, à New York, au Kenya, la même situation, Ce serait différent. elle aurait produit un résultat différent. Comme on le sait, on a pris des jumeaux, donc ils sont censés presque avoir le même ADN, tu vois. Normalement, ouais. Il y en a un qu'on a mis dans un milieu favorisé et l'autre défavorisé pour voir s'ils allaient avoir les mêmes goûts et tout. Et en fait, on s'est aperçu que rien à voir. Parce que justement, l'environnement nous impacte beaucoup. Et donc, dans la pyramide de l'identité, la première chose qui va construire notre identité, c'est l'environnement. Quelqu'un qui vit dans une jungle, dans une forêt, dans une campagne, dans une grande ville, on est d'accord que son environnement va beaucoup l'impacter. Et dans son environnement, il y a aussi son numéro dans la fratrie. Est-ce que c'est le premier, le deuxième, troisième? Et ça aussi, ça va impacter. Ça aussi, son environnement n'est pas le même. Les parents, très souvent, ils pensent qu'ils éduquent leurs enfants de la même manière. Et toi qui es papa, est-ce que tu penses que tu éduques tes enfants de la même manière? Objectivement? Ouais. Non. Et beaucoup pensent, ouais, je comprends pas, le dernier, il est parti en vrille et je l'ai éduqué comme les autres enfants. Et c'est faux. C'est faux. C'est pas possible. Le premier, on a été plus exigeant ou trop laxiste. En général, c'est souvent le dernier. Qu'on est laxiste, et comme tout le monde était bien, le dernier, et puis il est chouchouté, et puis il y a des gens, et puis il prend des modèles. Donc l'environnement, c'est la première chose sur laquelle notre identité se construit. La deuxième, c'est l'éducation. L'éducation de nos parents, l'éducation des professeurs, mais aussi de nos amis, des gens qu'on fréquente, des livres qu'on lit, des dessins animés. Et moi, mon identité, elle s'est construite à travers les mangas, les gommas et la religion, l'islam et la religion. Donc du coup, moi, mon moteur inconscient, parce qu'on a plein de moteurs inconscients, ça a été prouver. Prouver que je pouvais réussir. Prouver que je peux le faire. Voilà. Et c'était prouver pour avoir de la reconnaissance. C'est ça qui est fou en fait. On en vient toujours à la reconnaissance. Il y a des gens que ça va être pour plaire, d'autres ça va être la protection. On a tous des motivations qui sont inconscientes. Et moi, c'était prouver, c'est ça qui te pousse dans le dépassement de soi. Je fonce et je défonce. Est-ce que c'est l'environnement qui était exigeant? Donc, l'environnement... Qui te poussait à vouloir prouver finalement? L'environnement, déjà quand j'étais à l'école primaire, j'étais le seul arabe. Et à l'époque, il y avait le racisme de les Arabes, ils prennent le boulot, les Arabes, c'est des voleurs. Mon professeur, un de mes professeurs qui s'appelle M. Basset, je me rappelle encore de sa tête alors que ça a plus de 30 ans. M. Basset, si vous le voyez. Il prenait mon casier, il le renversait pour pas que j'aille jouer à la récréation. Et quand tu allais voir tes parents, tu dis, ouais, il a fait ça, mais arrête de... Les autres aussi, c'était mal rangé leur casier, c'est vraiment les casiers, tu vois. On te croyait? Il me dit, non, on disait, il faut patienter. Nous, on est des immigrés, on doit s'intégrer, il faut être cool. C'était un peu la soumission. Chose qu'aujourd'hui, ça serait complètement différent. Pour s'intégrer, il fallait qu'on fasse... Ça a quel impact dans ton parcours, cette injonction de soumission? Attends, patiente. Être rebelle. Ouais. Être rebelle, la liberté. Et être rebelle. Incroyable. Du coup, ça a tout changé dans ma life. C'est ce qui t'a amené au sport de combat? Exactement. Déjà, quand je disais, mon environnement, c'était les mangas. Dragon Ball Z, comme beaucoup de gens qui ont connu Club Dorothée, Ken le Survivant. Moi, c'est Dragon Ball Z. Non, c'était plus Ken le Survivant, je fais le Zodiac. Et du coup, après, ça a été les films. Et le jour où j'ai dit que j'ai eu une direction, un objectif, c'est quand j'ai regardé un film qui s'appelle Jean-Claude Van Damme, dans Kickboxer. Okay. Et je dis, moi aussi, je vais être champion du monde. À partir de là, j'ai mis une direction. Incroyable.
Et la question que tu as posée sur la santé mentale, ben, l'une des choses qu'on peut avoir pour être en bonne santé mentale, c'est de se fixer des objectifs, mais dans plein de domaines de vie. Quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui est en burn-out, il n'a plus d'objectifs, il n'a plus d'ambition, il n'a plus d'envie en fait. Même son envie, elle est au plus bas. Bah, pour te dire, aujourd'hui, je dois aller voir quelqu'un on m'a appelé hier pour dire, qui est dépressif, qui va très mal. Et comme moi je pars demain, je dis, bah vas-y, je peux le voir aujourd'hui. Et donc, quand on est dépressif, c'est une maladie, on a un taux de cortisol qui est tellement élevé que le taux de sérotonine, il est bas. Donc, dopamine basse. Donc, toute la motivation qu'on peut avoir et les choses qu'on faisait avant qui étaient plaisantes, on les aura plus. On faire du sport, même regarder une série, sortir, voir du monde, ben même ça, comme la motivation elle est tellement basse, au plus bas, au niveau hormonal, comme il y a un dérèglement, et ben la personne, elle se laisse mourir en fait. Et c'est un cercle vicieux, c'est ce que j'appelle moi le tourbillon de l'échec, c'est que tu dors mal, plus tu dors mal, plus tu deviens irritable. Plus tu deviens irritable, moins tu as de motivation parce que tu es fatigué, plus tu es fatigué, moins tu as envie de faire des choses, moins tu as envie de sortir de chez toi, plus tu es irritable. Et en fait, compte, tu t'en sors pas. C'est pour ça qu'après, ça peut rentrer en chronique et quand tu rentres dans une dépression qui est vraiment Ça dure sévère, longtemps. Ouais. ah non, tu te fais hospitaliser. Oui, Carrément. Voilà. C'est-à-dire que même on va te bourrer de cachetons antidépresseurs C'est un vrai pour sujet. augmenter le taux de sérotonine et diminuer le taux de cortisol, et juste pour retrouver de la motivation. Et juste faire son lit pour certaines personnes, ça va être. Ils pourront pas. Juste un point, Ranger, prendre une douche, il y en a certains qui n'y arriveront pas. un point statistique, avant de te poser une question que j'ai en tête là, mais ça touche plus les hommes ou les femmes? Non, franchement, j'ai pas de stats, mais d'après ce que je vois, je pense que ça touche plus les femmes. Mais j'ai aucune stat. Ok. Juste de ce que je vois, j'ai pas regardé. Pourquoi? Parce que je pense que les femmes, elles souffrent plus que les hommes. Elles ont plus de charge mentale. Une femme n'a beaucoup plus de charge mentale. Ok. Entre l'éducation des enfants, tenir de la maison, plus maintenant elles doivent travailler. L'homme, c'est plus facile pour lui. Il peut aller voir avec ses potes. Une maman, jamais elle laissera ses enfants et dire je sors. Elle va coucher ses enfants, tout ça bien, il faut qu'elle reste prêt. Et on n'a pas du tout la même responsabilité. Et donc je pense qu'une maman a plus de responsabilité, une femme, et du coup c'est plus compliqué pour elle. Et en plus, si elle divorce, c'est encore pire. Intéressant. Donc du coup, je pense que c'est, en tout cas, j'ai pas de stats, mais de tous les gens que j'accompagne, Ton c'est plus les intuition, femmes. ouais. Non, c'est vraiment plus les femmes. Ok. Voilà. Donc à vérifier. Et du coup, d'après ce que je comprends, c'est le psychique, le psychologique qui va impacter le physique. Et si tu veux redémarrer, quand tu arrives sur un état dépressif comme tu as décrit, qui du coup est physique, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de motivation, est-ce que tu repars par du physique ou tu repars à la source par du psychologique En fait, ça pour refaire démarrer la machine? En fait, c'est une très bonne question. Ça va dépendre de ton degré de sévérité au niveau de la dépression. Ok. Ton intensité, Ok. en fait. Il y a des gens, si eux, tu vois, ils sont incapables de faire la moindre chose, et tu vois, eux, tu vas aller chercher, leur dire, allez chercher des mini-victoires. Juste faites votre lit. Tu vas vraiment chercher des mini-victoires, tout doucement. Et il y en a d'autres, s'ils sont un peu bien, tu vas commencer à travailler sur le psychologique. Donc il y en a d'autres, tu vas les aider à aller mieux avec des comportements, et d'autres avec leur pensée, leur contrôle de leur pensée, de leur émotion, qui changent de perception. Et du coup, ça aussi, c'est encore différent. Mais tout à l'heure, tu parlais d'énergie. Dans l'énergie, on peut citer 4 types d'énergie. Et la santé mentale, si on veut rentrer dans le corps du sujet, c'est ça. La plupart des gens, quand tu poses la question, c'est 100% des gens pensent que l'énergie, elle est... Alors énergie, carburant, parce que ça ne va pas dans le yoga ou le chakra, mais énergie, carburant, essence, appelle ça comme tu veux. On va parler que de l'énergie physique. C'est bien manger, dormir, faire du sport, grosso merdo. Mais ça, c'est juste un type d'énergie. Il y en a 3 autres encore. Ok, curieux. Et c'est ça qui est super important. Aujourd'hui, on est tous d'accord que tout le monde a des objectifs en vrai. Oui. Il y en a un, c'est partir en vacances, peut-être, l'autre acheter une voiture, une maison, être indépendant financièrement, l'autre il a un projet, perdre des kilos, l'autre il va prendre une longue, bref. Rencontrer l'amour de sa vie. Tout le monde, exactement. Donc on a tous des objectifs, heureusement. Après, il y en a qui sont ambitieux, d'autres qui sont juste partis en vacances, changer sa voiture. Mais ça, on met ça de côté. D'accord. Mais avant de mettre en place une stratégie, avant de mettre un business plan, je sais pas moi, une vision de projet, avant quoi que ce soit, n'importe quelle action, qu'est-ce qu'on a besoin? Et c'est ça que les gens ils sous-estiment. J'ai un objectif, qu'est-ce que j'ai besoin? Un plan? Avant le plan, justement. Une intention? Avant même la discipline, avant même la confiance. Une volonté? L'intention, c'est ton projet. C'est ce que je veux. Ok. Voilà, je veux être indépendant financièrement. Moi, j'ai un nouveau projet, j'ai un objectif, Voilà. j'ai une intention, ok. J'ai un plan d'action. Mais qu'est-ce que tu as avant ça? Je sais pas. L'énergie. Ouais, pour mettre Tu en place prends la le voiture plan. la plus puissante du monde. Si t'as pas d'essence, tu n'iras pas, mon pote. Tu prends un vaisseau spatial, c'est une fusée. Si t'as pas de carburant, elle décollera pas. C'est Donc, juste. en fait, et quoi qu'il arrive, et ce que les gens doivent comprendre, et ça le plus important, ce qu'on parle de santé mentale, ce que les gens comprennent, c'est que quand on est fatigué, tout devient difficile, voire impossible.
Donc quand tu es fatigué, tu verras, tu vas procrastiner, tu vas brûler du noir. Donc toutes tes pensées négatives, elles s'amplifient. Tu deviens irritable. Quand tu es fatigué, hein, le corps humain, quand il est fatigué, tout s'amplifie de manière négative. Et quand tu es bien, physiquement, c'est l'inverse. Quand tu es bien, quand tu vas recevoir une mauvaise nouvelle, mais quand toi tu es bien, c'est parce que tu as l'énergie, tu es en forme. Voilà pourquoi la santé mentale passe aussi par le physique. Elle ne passe pas que par les pensées. Donc on a dit, il y a l'énergie physique. Donc maintenant, le deuxième, c'est l'énergie mentale. C'est cette capacité à se concentrer, à être focus, à stimuler son cerveau. Et aujourd'hui, les gens, ils gaspillent leur énergie avec les smartphones. En scrollant, quand tu scrolles, c'est destructeur. Parce qu'en fait, c'est de la dopamine à portée de main, donc sans faire le moindre effort. Et surtout, c'est comme tu as eu plein de dopamine, tu es vidé après. Et tu verras que les gens, quand ils ont fini de scroller, sans même se rendre compte, pendant 2 heures ou là 1 heure, ou même une demi-heure, ça, ils ont tellement été stimulés qu'il n'y a plus rien qui leur donne envie. Comment tu Donc leur expliques ça? dopamine, elle chute. Parce que ils ont eu un pic de dopamine. Et quand tu as un pic de C'est dopamine, physiologique. quand tu as un pic de dopamine, tu as un soulagement. Tu vois, quand tu as eu ça et que tu as d'autres, c'est terminé. Est-ce que quelque part, quand tu as ce pic de dopamine, ton corps ou ta psyché, elle a l'impression d'avoir réalisé quelque chose? Exactement. Elle l'a fait, donc j'ai plus besoin de... Exactement. Comment on le sait? On le sait que... Je te pose ce genre de questions, c'est peut-être aussi intéressant. Mais est-ce que tu penses que chaque être humain arrive à faire la différence entre ce qui est réel et imaginaire? Entre le passé, le futur et le présent? Est-ce que toi, t'en es capable? Est-ce que là, on est dans le réel ou Je c'est pense, ou c'est... et je vais te donner un exemple. D'accord. Non, donc tu penses qu'on peut? Je pense que c'est difficile. Non, justement. Ah, donc on peut pas? Je te donne un exemple. Quand je regarde Non, un film... moi, je veux d'abord une réponse. Oui ou non? je Faut que tu te mouilles, il veut pas se mouiller. Il veut pas se mouiller. J'ai un non. Ok, t'as raison. Ok. C'est impossible. Ok. En fait, le cerveau ne fait pas la différence. Et quand on dit le cerveau, c'est la partie subconsciente. Et je vais donner plein d'exemples. Quand tu regardes un film, tu vas pleurer. J'ai Tu vas l'empathie du gars. Ouais. tu te rappelles Titanic? Ouais. Combien de gens ils ont vu 3-4 fois, ils pleuraient encore. Ouais, Mais ouais. vous saviez qu'il allait mourir. Mais quand ils voient, DiCaprio, il est mort. C'est exactement ça. Et pourtant, ils savent que c'est pas vrai. DiCaprio, il est encore vivant, que c'était un film. Pourquoi? Parce que ton cerveau, quand il pense, pour lui, c'est réel. Quand tu fais un cauchemar, ça t'est arrivé de faire un cauchemar, moi ça m'est arrivé, et t'allumes la lumière. Ou alors d'être encore énervé. Et tu quand vérifies. t'as faim, Ouais. tu te dis, parle-moi pas. Mais c'était qu'un cauchemar, ouais, mais parle-moi pas. Et on a encore la mort. Ou alors des fois, t'as même une douleur. Ou le goût dans la bouche. Incroyable. Tu vois. douleur. Et pourtant, ça t'est jamais arrivé? Non. Et des fois, tu peux avoir une douleur. Parce que dans ton cauchemar, tu t'es fait mal. Quand tu vas ressentir une douleur dans le bras ou là où t'as mal. Tu peux être amoureux dans un rêve aussi. Et quand tu rêves, t'as encore cette euphorie. Donc, pourquoi est-ce que le cerveau, pour lui, ce qu'il pense, c'est réel? Et maintenant, on va te démontrer encore un autre phénomène. Si je te demande de fermer les yeux, et je vous demande à vous de fermer les yeux. Tu le fais? Ouais, fermez les yeux. Ok. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez doucement par la bouche juste pour essayer de ralentir les ondes cérébrales. Et vous faites ça 3 fois. Et maintenant, une fois que vous l'aurez fait, tranquillement, laissez-vous aller, paisiblement, laissez-vous aller complètement et totalement. Allez commencer à agréable et prenez un temps pour vous. Ressentez cette sensation de bien-être. Et maintenant, je te demande d'aller chercher un moment douloureux dans ta vie. Ou un échec. À ce moment-là, maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Je revis les mauvais moments. Alors maintenant, 1, 2, 3, va chercher un moment positif maintenant. De joie, d'enthousiasme, d'excitation, de wouh, où t'étais bien. Tu l'as? Je le ressens. Pourtant, c'est passé. Ouais, incroyable. Tu devrais n'avoir aucune émotion. Mais rien que le fait que tu te penses pour ton cerveau, c'est réel. Et c'est pour ça que dans les sportifs de haut niveau, on travaille beaucoup la visualisation, la projection mentale. C'est pour préparer. Parce que ton cerveau, et ça c'est de la neuroscience, si tous les matins je me visualise en devenir champion ou devenir riche, je ne serai peut-être pas forcément riche, mais je vais commencer à y croire. Et si j'y crois, je mettrai tout ce qui est en œuvre pour y arriver. Donc je vais réussir à quoi? À supprimer mes croyances limitantes, mon manque de confiance. Parce que j'ai tellement vécu que c'est le cerveau qui dit c'est bon, il connaît. C'est pour ça qu'on fait de la projection mentale pour éviter le stress, pour le diminuer. Parce que le cerveau, il l'a déjà vécu. En parlant de stress... Tu te rappelles du film Rasta Rocket? Oui. À un moment donné, ils n'ont pas les moyens, les pauvres. Oui. Et ils le font où? Ils s'entraînent comment? Dans l'herbe, non? Non, avant dans l'herbe, oui, mais à un moment donné, ils s'entraînent où? Dans la salle de bain, dans la le baignoire. truc. Ouais, je m'en souviens. Et ils y sont pour de vrai. Ouais. Ça a été démontré encore une fois, Visualisation. par la neuroscience, par la visualisation. Incroyable. On a pris des singes, on les a appris à fumer, on leur a mis des électrodes dans la tête et on a montré les gens fumer. Le fait de voir les gens fumer, c'est comme si eux, dans leur tête, ça déclenchait les mêmes phénomènes. Ça, c'est le premier. Mais là où c'est plus flagrant, on a pris des tennisman
ou des gens qui faisaient du piano. Ou, en fait, on a fait plein d'expériences. Et ben, ceux qui jouent au piano, par exemple, on leur a demandé pendant je crois, c'était 4 semaines, de faire 1 heure de piano réel. Et on a vu leur progrès. Et les autres, c'était juste 20 minutes. Moins de temps, mais que mentalement. Ils sont arrivés au même résultat. En faisant moins. Parce que ton cerveau, quand il fait, il Incroyable. apprend. Et c'est pour ça que tu peux voir des gamins aujourd'hui, et peut-être ton enfant, qui va faire un jongle ou un truc de danse ou un truc Tu dis, mais hallucinant, comment il a fait? que toi, tu l'as jamais appris, que Ouais. personne ne lui a appris, Ouais, ça mais m'arrive. juste parce qu'il l'a vu. Hmm. Je sais pas si t'es là. Parce qu'on apprend par le mimétisme. Et en fait, quand tu regardes, tu as ce qu'on appelle des neurones miroirs dans le cerveau. Et ces neurones miroirs, en fait, c'est comme si tu les avais réellement fait. Et tu as même des micro-contractions musculaires. Donc ça, la puissance de la visualisation, de la projection mentale. Hmm. Donc tu peux faire croire à ton cerveau que tu as déjà réussi. Et donc ça limite le stress. Et du coup, tu peux regagner confiance, tu peux arriver à faire tout ce que tu veux avec ça. Tu C'est parlais, illimité, en fait. tu parlais de stress il y a 2 secondes. Mhm. Euh, la plupart des gens ne peuvent pas comprendre ça, mais toi, en tant que champion, il y a ce moment, alors peut-être que je romantise, ou peut-être que je suis dans le vrai, tu vas me le dire, hein, mais il y a ce moment où tu vas monter sur le ring, il n'y a pas de bruit, t'es Alors, seul. alors moi, je vais te poser une autre question contre-intuitive. Et je vous la pose à vous, c'est à vous. Est-ce que le stress existe? Existe comment? Parce que tu me parles de Physiquement? stress. Ouais, non, est-ce que le stress, il existe? J'ai envie de dire oui. Le stress n'existe pas. Pourquoi? Bah, je te mets au défi de me trouver quelque chose qui est stressant pour tout le monde. Quelque chose de stressant pour Tout le monde. Les impôts? Pas forcément celui qui a plein d'argent, il est content d'aider les gens. Et on les voit, ils se disent ouais, je suis content, j'ai de l'argent, je paye. Tu vas trouver des gens qui le sont. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que le stress, il est juste fabriqué par notre cerveau. Hmm. Et c'est juste une question de perception. Moi et toi, là, imagine-toi, on va dans l'eau, là, à minuit, la belle plage qui est derrière. Toi, tu l'as fait plein de fois. Donc, tu es à l'aise. Moi, j'ai jamais fait. Bah, moi et toi, on va pas avoir la même perception des choses. J'aurais peur de ce qu'il y a dans le noir, ma compagnie. On fait un accident de voiture, ou même de car. Il y a 50 personnes dans le car. On fait le même accident. Est-ce que les gens vont vivre la même chose et raconter l'expérience de manière alors qu'on a vécu la même chose? La réponse est non. Il y en a, ils vont sortir contents. Ouais, je suis vivant. L'autre va dire, ouais, c'est comme dans un film d'action. L'autre, il va pleurer, choqué, j'ai cru que j'allais mourir. L'autre, il va dire parce que j'ai entendu du bruit, mes os. Chacun va le vivre et le raconter de manière complètement différente. On va aller encore plus loin. Un match de foot, finale de la Coupe du Monde. Allez, tiens, finale de la CAN. Le fiasco entre le Maroc et le Sénégal. Ne remue pas le couteau, s'il Il y a te des plaît. millions ou des milliards de gens qui ont vu ce match. Est-ce qu'ils ont tous vu et ils vont raconter le match de la manière que ils ont vu les mêmes images? Alors quand tu vas sur Twitter, tu comprends que non. Pourquoi? Alors que pourtant, moi et toi, on peut voir, on est censé voir les mêmes images. Mais ton cerveau, il fabrique les images. C'est-à-dire qu'il a une perception et il va voir les choses différemment. Toi, tu es un mec tactique. Donc je vais dire, le Maroc méritait de gagner parce qu'il était plus technique. Moi, je suis plus dans les chiffres. Non, c'est le Sénégal, il a plus d'occasions de but. Et ainsi de suite. Donc en fait, c'est sans fin. Donc en fait, le stress, il est juste fabriqué par notre cerveau. C'est qu'une question de perception. Donc on le fabrique. Grosso merdo, on le fabrique. Si je comprends bien entraînés, les champions que toi tu entraînes par exemple, ils sont capables d'annihiler, de tuer ce stress Surtout pas. avant de Ils vont s'en servir. Ah, Non, c'est l'inverse. Ils vont s'en servir. ok. Ils vont s'en servir, c'est que le stress va être un moteur. Et je peux te donner, c'est simple comme exemple. À quel moment, dans quelle compétition, on bat des records? En finale, généralement, Mais quel type de sport on bat des records du monde? en course, Donc le sport individuel. ouais, le sport individuel, ouais. Et à quel moment? Les petits meetings ou les championnats du monde, les Jeux Olympiques? Non, ouais, les grands événements. Pourquoi? On est transcendé, je te vois. Parce qu'à ce moment-là, le stress pour lui, c'est waouh, il faut que je gagne. Alors que dans un meeting, ils s'en bat un peu les reins. C'est un peu moins. Peut-être ça arrivait, hein, mais c'est rare. Tu verras que les records du monde, ils se font toujours quand il y a un pic de stress. Pourquoi? Parce que c'est l'excitation. Donc le stress pour eux, le stress d'ailleurs, il est positif à la base. Il est là pour nous donner de l'adrénaline, nous booster notre prise d'information, notre force, notre énergie. À la base, le stress, il est là pour nous booster. Il devient nocif quand on ne sait pas le gérer. Et donc il y a 3 phases dans le stress. Ce qu'on appelle la phase alerte. Par exemple, là, toi, maintenant, tout à l'heure, tu dois présenter un projet à des investisseurs. Là, tu vas commencer à stresser. Donc là, c'est un petit stress, alerte. Tu vas commencer à transpirer, le cœur qui bat vite. Par contre, je te dis maintenant, demain, tu as rendez-vous à l'hôpital en urgence et on ne te dit pas pourquoi. C'est un autre type de stress. Voilà, tu as un autre stress, mais tu seras toujours en alerte. Mais maintenant, par contre, ce stress-là, on t'apprend une mauvaise nouvelle à quelqu'un, on lui apprend une mauvaise nouvelle et il dure. Il ne sait pas s'il va vivre, mourir. Donc là, il devient répétitif. Donc là, on va rentrer dans une deuxième phase qu'on appelle la phase de résistance. Le corps y résiste. Donc là, le premier, c'est l'adrénaline, le pic. Deuxième, c'est la cortisol. Et c'est celle-là qui nous bouffe le cerveau, quand elle est mal gérée. La cortisol, c'est là où les gens vont devenir dépressifs. Quand il y en a en grande quantité que le cerveau n'arrive pas à gérer. Et après, on arrive en phase quoi? En phase d'épuisement. Et l'épuisement, c'est la mort. La mort physique,
On peut mourir physique ou psychologique. Le psychologique, c'est le burn-out ou la dépression. On appelle ça une petite mort, tu vois. Parce que ton cerveau, il n'arrive plus à réguler les émotions. Donc, il est incapable de les régler. Ça y est, il peut se mettre à pleurer pour un rien, être en colère pour un rien. Mais tout seul, il peut se mettre à pleurer parce que ces émotions, ça, elles sont plus régulées. Il y a une désorganisation. Le physique, ça peut être la maladie, le froid, la chaleur. C'est aussi un stress physique. Donc, le stress, il n'est pas que psychologique. Faire du sport, c'est du stress. Rire, c'est du stress. Et après, il y a le chimique, la drogue, les médicaments, c'est aussi un stress chimique. Et on peut en mourir d'overdose. Donc, le stress, quand il est mal géré, il va amener à la mort. Et la dépression, le burn-out, c'est une petite mort. On appelle ça une petite mort. Tu vois, il y a un truc que je trouve étonnant. J'en parlais en introduction, mais il y a une dominante actuellement sur les réseaux, sur le marché, dans le monde de l'entrepreneuriat, parce qu'on est tous les deux entrepreneurs, c'est la hustler attitude, ne lâche rien, faut pas lâcher prise, faut souffrir pour réussir. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Est-ce Bah, que... En fait, tu vois, j'ai pas fini de te raconter sur la pyramide de l'identité, parce que c'est là où c'est super important. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils sont piégés. Ils sont piégés par un biais cognitif qui est la pensée binaire. Et en fait, pour les gens, c'est tout ou rien. Et c'est ça, en fait, qui est trompeur. C'est pas le fait de faire de souffrir qui est vrai ou faux. C'est où je souffre pour réussir. Et si je souffre pas, j'aurais pas réussi. C'est ça qui est dangereux. C'est cette pensée binaire. Parce que eux, ils ont raison et les autres, ils ont raison. Tout le monde a raison. Parce qu'il y a toujours il faut juste un équilibre. D'accord. Si je peux finir sur la pyramide de l'identité, Je t'en prie. on a dit que le premier, c'est l'environnement. Le deuxième, on a dit c'est quoi l'éducation. D'accord. L'éducation va nous donner quoi? Des valeurs. Et ces valeurs-là, en général, sont à vie. Par exemple, toi, tu es quelqu'un gentil, généreux, bah, tu vas être généreux toute ta vie. Sauf à un seul moment, si tu as un choc émotionnel. Comme quelqu'un qui est méchant, radin ou voleur, il changera que s'il a un choc émotionnel. Sinon, il ne changera pas ses valeurs. Mais après, tout le reste, notre identité, elle change au fur et à mesure. La troisième levier, c'est les expériences. Nos expériences, donc imagine-toi que tu veux te mettre à jouer au tennis, Oui. tu fais 10 matchs, tu en perds 9. Et ben, vu que tu as eu une mauvaise expérience, ça va développer quoi? Une croyance négative. Sur toi ou sur le sport. Ou le sport est nul, c'est trop dur, ou je suis nul, ou les deux. Donc, l'expérience va nous amener à des croyances. Des croyances négatives va t'amener quoi? À du doute. Tu vas dire, je suis nul, je ne sais pas bien. Donc, ce que tu crois toi va amener un doute en toi. Et si tu as un doute en toi, tu vas faire quoi? Tu vas finir par arrêter de jouer au tennis. Et donc, si tu as donc l'inaction, et l'inaction va te pousser à faire quoi? À rester faible au tennis. Sauf que toi, tu es nul au tennis, mais tu es bon dans le marketing, tu es bon dans la communication. Et c'est là où les gens qui pensent qu'ils manquent de confiance en eux, ils pensent que parce qu'ils sont nuls dans un domaine, ils sont nuls de partout. Les gens, ils ont tendance à généraliser ça. Alors qu'ils sont super bons dans un domaine et nuls dans un autre. Et d'autres, ils sont moyens. Et c'est là le plus grand danger des gens, c'est la pensée binaire. Et on va aller encore au-delà de ça. C'est encore plus flagrant. Moi, j'accompagne des sportifs de très haut niveau, et on ne dira pas son nom, mais toi, il y avait un milieu qui, à un moment donné, il n'arrivait pas à réussir. En football? Ouais, au football. Ouais. Pourquoi? Parce que lui, dans son éducation, c'était altruiste, aider les gens, gentil, généreux. Donc être perçu comme ça. Et donc c'était inconscient. Mais quand il avait la possibilité de marquer, et si quelqu'un était de marquer, il faisait la passe. S'il n'y avait personne, il pouvait tirer et marquer. Mais du coup, il va toujours privilégier les gens pour être bienveillant. C'était inconscient. Parce qu'il refusait d'assumer qu'il faut être égoïste pour réussir par moment. Et donc, il faut assumer aussi une partie d'ombre qu'on a en nous. Aujourd'hui, je suis généreux et radin dedans. Ou égoïste. À un moment donné, je vais penser à moi quand je vais être dans mon sport, dans des moments où on est un peu égoïste. Mais si on refuse ça, on l'amplifie. Donc, on doit être par moment égoïste. Et par moment, donc, si je suis égoïste par moment, on ne veut pas dire que je suis égoïste tout le temps. Et si je suis généreux, ça ne veut pas dire que je suis généreux avec tout le monde. Je peux être généreux avec toi parce que je te connais. Mais un voyou ou un mec qui est mal poli, je ne vais pas être généreux avec lui. Donc, ça ne veut pas dire que je suis méchant. Je veux dire que je suis méchant ou dur ou pas généreux avec lui. Avec Cher. Mais pas avec tout le monde. Donc ça, c'est le piège de la pensée binaire. Et pour revenir à ta question, eh ben du coup, pour réussir, ouais, on ne peut pas réussir sans effort. Ça, quand tu regardes par exemple sur Internet, l'un des mots les plus cherchés, c'est comment perdre du poids rapidement. Donc dans la tête des gens, il faut que ça soit rapide, Faut que sinon ça aille vite. ils veulent pas souffrir. Et sans effort. Et si je leur donne une pilule sans faire d'effort, ils la prendraient. Même ça pouvait être risqué pour leur santé. C'est pour ça que les gens, ils se dopent. Alors que c'est très dangereux pour leur santé. Mais si ça peut leur gagner un truc, ils vont perdre des kilos, ils vont prendre la masse musculaire et ils finiront par en mourir. Moi, j'ai une théorie sur ça, Fouad. Tu sais, tous ces gens qui font la promotion de faut pas lâcher, il faut souffrir pour réussir, etc. Ma théorie, c'est qu'ils prennent de la place et qu'ils sont là et on voit que tous les mecs qui ont réussi ont le même discours parce qu'il y a un biais du survivant. Dans
la pyramide de tous ceux qui essayent d'arriver au top, tu as effectivement des survivants, ceux qui n'ont jamais lâché prise, qui ont écrasé les autres, qui sont durs et qui machin, qui prennent toute la place, mais on voit pas tous les autres qui ont réussi, tu vois, mais sans forcément être dur avec soi, sans forcément ne pas avoir de limites, tu vois, dans ce qu'ils veulent accomplir et comment ils traitent les gens pour réussir. Est-ce que, c'est ma question, il n'y a pas une surreprésentation des gens qui ont réussi comme ça et finalement, bah, on va suivre ça parce qu'il n'y a que sur le marché? Est-ce qu'il n'y a pas une voie alternative, une voie du juste milieu, je dirais? Bah, en fait, la voie, c'est celle du juste milieu, de toute façon. Il n'y a que ça là qui marche. Parce qu'on doit être dur avec soi-même, mais pas trop dur non plus. Tu vois, si tu es trop gentil, trop laxiste, tu ne réussiras pas. Et si tu fais pas d'effort, sans effort, il n'y a rien du tout. Donc si tu n'es pas discipliné, rigoureux, et tu vois, on parlait de force mentale tout à l'heure. Bah, c'est quoi la décision? Maintenant, je vais donner la définition de force mentale. Qu'est-ce que c'est la force mentale? Pour moi, la force mentale, je dis bien pour moi, c'est quoi? C'est cette capacité justement à supporter la douleur, qu'elle soit physique comme psychologique. C'est ça être fort mental. La résilience. Être fort mental, c'est la résilience. Mais pas que psychologique, elle est aussi physique. Le sport, bah, pour être bon, tu vas devoir dépasser tes limites. Si tu ne dépasses pas tes limites, tu ne vas pas progresser. C'est impossible. Tu veux réussir dans un domaine, tu vas devoir apprendre de nouvelles compétences. Nouvelles compétences, c'est sortir de ta zone de confort. Tu vas te trouver dans une zone qui est inconfort, parce que c'est nouveau, parce que c'est tellement d'informations, tu es débutant. D'accord? Si tu apprends un sport au début, tu vas être nul. Mais en fait, c'est pas nul, tu es débutant. Ouais. C'est pas nul, Tu tu es débutes. juste débutant. Ouais. Mais donc, il faut accepter cet inconfort. Et quand tu vas jouer avec des gens au tennis, par exemple, tu vas te faire laminer au début. Mais c'est normal. Mais si tu n'es pas capable d'accepter cette défaite et de te dire que tu es nul ou que tu es débutant, tu ne réussiras pas. Mais la progression, elle prend du temps. Pour devenir pro, moi, j'ai mis 10 ans pour être champion du monde. Ça m'a pris 10 ans de ma vie. 10 ans de ma vie. Donc 10 ans. Donc si tu dis, ouais, je vais être champion du monde en 2 ans, c'est impossible. Donc si tu n'es pas capable de sacrifier un certain nombre de temps, tu ne réussiras pas. Donc il faut faire des efforts. Mais aussi, si tu fais trop d'efforts, et que tu vas rentrer en burn-out, où les sportifs vont se blesser, ils vont surentraînement, lassitude. Le pire, c'est la lassitude. Le pire, c'est la psychologique. Le psychologique sur le pire. Quand tu es lassé, tu n'as plus envie de rien faire. Tu feras plus d'efforts. Tu pourras faire ce que tu veux, tu feras plus rien. C'est ça, en fait. Et c'est ça le burn-out. C'est une lassitude. C'est un épuisement, tu vois, qui est psychologique, qui va amener un épuisement psychologique. Et donc, dans les énergies, on avait dit l'énergie physique, psychologique. Après, il y a émotionnel. Émotionnel, c'est d'être entouré des bonnes gens et vivre des bonnes expériences. Ce qu'on appelle aussi la vie hédonique. C'est super important d'aller chercher du plaisir pour soi. Et c'est là où encore on va revenir à un équilibre. Toi, tu es entrepreneur, moi je le suis. Mais des fois, tu as fait des nuits blanches. Des fois, tu as carburé comme jamais. Et bien, il y en a certains. Quels sont ceux qui ont justement échoué? Ils ont trop travaillé. Ils n'ont pas pris de pause. Des fois, quand tu es entrepreneur, tu es solo et tu te fais piéger. Pas de week-end, tu dois travailler dur, tu dois avoir des performances et ils ne prennent pas de temps pour eux. Si tu ne prends pas de temps pour toi, tu vas t'épuiser. Donc des fois, pour être plus fort, il faut récupérer. On sait que nous, pour gagner du muscle, tu dois le stimuler à mort, mais il faut du repos pour qu'il prenne. Si tu le stimules tout le temps, il ne prendra pas. Bah, en fait, c'est ça la vie. C'est cet équilibre entre la vie professionnelle, la vie familiale, la vie personnelle aussi, spirituelle. En fait, tu dois trouver ton juste équilibre. Mais à un moment donné dans ta vie, elle sera déséquilibrée. C'est-à-dire quand tu commences un projet, tu seras plus dans le pro que dans la vie familiale ou le reste. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter. Non, ça veut dire qu'à un moment donné aussi, il faut quand même trouver ton équilibre. Parce que sinon, tu vas t'épuiser. Moi, le premier client que j'ai eu dans le mental, tu vois, c'est aujourd'hui, il est multimillionnaire, le mec, et je suis encore en contact avec lui. Et c'est un gars, justement, il faisait partie des gens qui se levaient à 4h30 du matin. Il partait travailler. C'était le dernier à partir du boulot, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il a tout perdu, le mec. Parce que quand tu fais trop, c'est trop. Le trop, il est toujours trop, de toute façon. Donc, c'est juste trouver un équilibre. Et tu vois, aujourd'hui, les gourous du développement personnel, ils vont te parler de la pensée positive. Ça, c'est un leurre. Parce qu'à vouloir toujours être positif, tu es quasiment sûr d'échouer. Et on voit très bien qu'en France, par exemple, ceux qui créent une société, qui sont entrepreneurs, 80% des gens échouent et abandonnent dès la première année. 80%. Pourquoi? Tu penses qu'ils n'étaient pas positifs, eux? Emballés, ils ont mis tout leur argent. Au début, en tout cas. Ils y croyaient, ils étaient positifs. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas équilibré. Il faut un équilibre. Donc si tu penses que positif, pour moi, tu es voué à l'échec. Et c'est là où j'ai créé un concept qui s'appelle la pensée négative, mais utile. Tu dois équilibrer avec une pensée négative utile pour te conditionner à ce qui va arriver. Si moi, j'ai un projet, ouais, j'ai une super idée, il y a les gens qui me suivent, c'est bon, il y a l'argent, il y a le projet, on a tout travaillé, c'est nickel, je suis à fond positif. Mais j'oublie que des fois, il n'y aura pas de week-end, des fois, peut-être des clients qui marchent, qui ne vont pas me payer, peut-être des fois, ça sera plus dur que prévu, que je vais être fatigué. Si je ne l'anticipe pas, ça,
qu'est-ce qui va se passer? J'étais que dans l'enthousiasme. Et Découragement. dès qu'il y a des difficultés que j'avais pas anticipées, c'est marrant. Et c'est là où la pensée négative utile rentre en jeu, c'est qu'aussi on doit se préparer négativement à tout ce qui va arriver de négatif. Peut-être qu'on ne va pas prendre de salaire, qu'on ne trouvera pas de clients, qu'il y aura un concurrent. Peut-être que ça ne marchera pas pendant 3 mois, 6 mois. Ça prendra du temps en fait. Et si je ne suis pas capable de me conditionner et de le visualiser, bah, quand ça va arriver la difficulté, je ne l'ai pas prévu, c'est fini pour moi. Game over. Donc on doit être positif, mais on doit aussi être négatif, mais utile. Est-ce que c'est compréhensible? C'est hyper clair et en même temps contre-intuitif. C'est pas le discours qu'on entend habituellement. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Moi, je suis un spécialiste de la contre-intuitive. En plus, c'est vrai, dans tous mes protocoles, c'est tout contre-intuitif pour disjoncter la logique. Et on va parler d'un de tes protocoles juste après. Pour justement péter Juste tout après, ce il qui... y a un truc qu'il faut que tu m'expliques Pour péter la logique. qui est hyper intéressant. Mais juste pour finir sur ça, est-ce que mes mots à moi ont un impact sur moi-même? Bien sûr. Ce que je me dis à Bien moi-même. sûr. Et est-ce que pour soigner ma santé mentale, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, je dois être indulgent avec moi-même? Exactement. T'as tout dit. T'es un bon. Je peux te serrer la main? Je t'en prie. C'est super. En fait, donc, comment on gère la pensée? On a dit que le stress, si on doit parler du stress, comment on peut gérer le stress? La plupart des gens, ils vont te vendre, et tu peux voir sur Internet, tu pourras même demander à ChatGPT, et même ChatGPT ou tous les IA, même eux, je pense, des fois, ils confondent gérer le stress et diminuer le stress. Et donc, on va dire, il faut respirer, faire du sport, Oui. et on va te parler plein de trucs. Et ça, c'est faux. Ça, c'est juste diminuer le stress. Pour gérer le stress, il n'y a qu'une seule façon. Il n'y a qu'une seule méthode, unique. C'est quoi? Et on dit respirer, faire du sport. Voilà. L'utiliser pour... Non. Non, Tout ça, c'est juste... Regarde, toi, tu vas faire du sport. Tu vas respirer. Tout le monde va te vendre les mérites de la respiration constante, qui marche. Mais elle marche combien de temps? 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et quand tu repenses à ton souci, qu'est-ce qui se passe? Le stress, il revient. Donc, est-ce que tu as géré ton stress? Non, tu l'as juste diminué à un moment sur une courte durée. Moi, j'ai un truc qui me diminue le stress, c'est l'action. Il faut que je rentre en action. D'accord. J'étais sportif de haut niveau. Alors, il fallait que je rentre. Ouais, mais ça, c'est encore différent. Et après, tout part. Ouais, mais parce que tu es dans l'action, c'est fini. Ouais, c'est ça. Parce que le stress, c'est l'anticipation. Ouais. Mais quand tu es en action, il n'y a plus d'anticipation. J'essaie de ne pas réfléchir. En fait. Ce que tu dis, c'est exactement ça. Tu vois, les sportifs de haut niveau, nous, dans la boxe, on est stressé avant de monter sur le ring. Et si je perds, et si ça, et si je me blesse, Mais quand l'arbitre dit fight, il n'y a plus de stress. C'était concentré. Et ça, le pire encore, où on peut le démontrer, c'est les gens qui font l'armée. Moi, je fais le slash commando. Et je me rappelle, un gars, il me disait, écoute, c'est Fouad, là où on est le plus en flip, c'est quand on arrive dans un milieu hostile où on sait qu'on peut nous tirer dessus. Et ben là, on est en panique. Mais quand on tire dessus, on est soulagé. Ah, c'est bon, ça commence. Ah ouais? Donc on leur tire dessus, il faut mourir. Mais là, il n'y a plus de stress, ils sont en action, c'est enfin. Pourquoi? Et c'est là qu'on s'aperçoit que l'un des pires ennemis du cerveau, c'est l'attente, l'incertitude. L'incertitude, c'est une souffrance, c'est une douleur de ne pas savoir. Les gens où leurs enfants ils sont morts ou ils sont disparus, ils ne savent pas s'ils sont morts ou vivants, c'est pire pour eux. Ils préfèrent savoir qu'on leur dise qu'il est mort pour faire le deuil et dire qu'on passe à autre chose, que là, ils sont en train de dire il est vivant peut-être. C'est le pire. L'attente et l'incertitude, c'est ce qu'il y a de pire pour quelqu'un. C'est vraiment pire. Tu vois? C'est passionnant. Hein? C'est passionnant. Regarde, on peut revenir même en islam. Le jour dernier, où les gens qui vont en enfer, ils vont dire on sait qu'on va en enfer. Mais ils vont dire Dieu, vas-y, mets-nous en enfer parce qu'on n'a plus d'attendre. Même si on sait que ce qui veut nous attendre, c'est pire, on veut en enfer. Parce que l'incertitude, c'est horrible. Incroyable. Tu vois, c'est fou, hein? Incroyable. Oh, t'as les yeux. Là, j'ai réussi à. Je bois tes paroles. J'ai réussi à. Fouad, t'as appelé ta méthode, qui est devenue célèbre maintenant, du moins dans ce milieu-là, reconnexion mentale. Exactement. Reconnexion, pour moi, ça sous-entend qu'il y avait une connexion précédemment et qu'on reconnecte. Exactement. On reconnecte à quoi? Ok. Regarde. Aujourd'hui, si je te pose la question à toi et je la pose à n'importe qui parce que c'est à 100%, il y a plein de choses que tu faisais toi à un moment donné dans ton passé, de bien, et que tu fais plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que certainement tu l'as juste oublié que tu faisais quelque chose de bien que tu fais plus maintenant. Peut-être avant, je dis n'importe quoi. Il y a des gens qui sont timides, mais ils ont oublié que quand ils étaient jeunes, ils étaient comiques. Ils parlaient, ils étaient bien. Ils l'ont juste oublié. Et quand tu les reconnectes à ça, tu dis ouais, c'est vrai, j'étais pas cher. C'est leur croyance, la perception, elle change. En fait, j'ai pas été timide. J'ai pas toujours été timide. J'ai été comme ça. J'étais un bon vendeur, j'étais bon dans le sport. Et en fait, il y a plein de qualités qu'on a utilisées quand on était enfant ou adolescent ou même jeune adulte et qu'on fait plus maintenant juste parce que on l'a oublié. Et du coup, quand tu te reconnectes à ça déjà, en fait, il faut se reconnecter à qui tu es toi vraiment. Pas la personne que tu voudrais avoir, juste qui tu es toi, sans fil, sans personne.
Et c'est là où il y a plus de stress et plus rien, tu t'en fous de tout. Hmm. Comme tu dis à quelqu'un, tu es dans une île déserte, est-ce que tu as pensé à t'habiller beau gosse? Qu'est-ce que tu en as rien Non, à secouer? tu t'en Donc fiches. c'est là où, parce qu'on vit pour les autres. Hmm. Et c'est normal, c'est partie de l'influence sociale, ce qu'on appelle le conformisme, tu vois. Et si tu me permets d'aller plus loin, Vas-y. plus profond même, dans la tradition islamique, comme tu le sais, dans la tradition musulmane, on a ce qu'on appelle la fitra. Ouais, La fitra, c'est la nature Saine. saine et Mm, originelle de mm, l'homme. mm. Est-ce que dans ton protocole, dans ta manière de faire, t'essayes pas de revenir à cette nature saine, qui veut dire avant les blessures, avant l'expérience, avant les mauvaises expériences? Non, parce qu'en fait, dans la reconnexion mentale, tu vas reconnecter même aux douleurs et même à la souffrance. C'est ça, en fait, qui est important. Pourquoi Oh, faire? parce que justement, la souffrance, en vrai, c'est que les gens, quand ils ont souffert, quand il y a une douleur, comme je l'ai dit pour moi et comme beaucoup de gens, en vrai, c'est un cadeau. Mais nous, on ne voit pas le cadeau. C'est un cadeau qui est caché. Parce que dans chaque souffrance, dans chaque douleur, peu importe. Moi, j'accompagne une femme. Le pire cas que j'ai eu, c'est une femme qui s'est violée. Son mari, il est parti dans un pays, il s'est fait tuer. On l'a accusé, elle, de terreau. En Angleterre, c'est une affaire connue, tu vois. Ensuite, elle est partie en prison, tu vois, accusée à tort. Elle avait de l'argent de côté, on lui a pris son argent de côté. Et à un moment donné, on revenait sur une partie de sa vie où elle s'est fait violer. Et quand je lui ai dit, écoute, c'est quoi le bénéfice caché de ça? Elle se met à pleurer, à hurler, comment tu peux dire qu'il y a un truc caché? Et quand elle a vu vraiment, elle a réussi à voir ce qu'elle refusait de voir, ça a été une libération pour elle. Et aujourd'hui, cette femme, elle est psychothérapeute. Et quand moi je l'avais récupérée, c'est parce que c'était une psychologue qui n'arrivait plus à la gérer. Pendant 2 ans, elle a dit, oh, j'ai tout essayé, s'il te plaît. Et puis c'est une patiente qui calmait bien. Ben, moi, je l'ai pris, on a géré ça super rapidement. Donc on l'a connecté à aller voir ce que ton cerveau refuse de voir, la douleur. Mais la douleur, elle t'apporte du cadeau. Tu Parce dis qu'on qu'il sait faut que l'affronter? dans chaque mal, il y a un bien. Mais si toi, tu vois que le mal, bah, tu seras malheureux. Mais si tu vois qu'il y a un bien dans un mal, bah, le mal, il disparaît. Il n'a plus le même pouvoir. Et je peux t'inviter à prendre n'importe quelle douleur, même le décès de quelqu'un. Il t'a renforcé, il t'a appris des choses. Forcément, il y a des trucs. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut voir le mal et dire que nier le mal. On a souffert. On est OK avec ça. Mais qu'est-ce que ça m'a aussi permis de faire de plus, de différent, de mieux? Sur quoi ça m'a renforcé? Qu'est-ce que j'ai appris de plus? Et forcément, il y a plein de choses de positifs. Mais comment tu peux me dire ça, moi qui souffre? Moi qui ai perdu quelqu'un, moi qui suis au fond du trou. Ben justement, Comment tu veux que je vois je le vais bien? hacker ton cerveau. Et on va pousser ton cerveau justement à aller voir ce qu'il refuse de voir. Parce que quand tu souffres, tu veux pas voir tu vois que le noir de partout. Et souvent, en plus, malheureusement, le cerveau, il a un biais d'amplification. C'est quand tu as un mal, tu as un deuxième mal qui est mal, tu as un troisième qui a l'impression que tout est mal. Et tu as l'impression que tout tombe sur la tête. Je sais pas si c'était déjà arrivé, cette sensation de. Alors qu'en fait, compte, C'est la c'est fin juste du que toi, monde. tu as oublié de voir que tu avais la santé, que tu avais un toit, tu avais une famille. Tu as juste oublié de voir qu'il y avait plein de choses positives et tu t'es juste focalisé sur ce qui allait pas. Donc quand tout va mal, tu as l'impression que tout va mal. C'est faux. Tout va pas mal. Parce que tu es encore vivant, déjà rien que ça, c'est énorme. Et même celui qui n'a pas la santé, il est encore vivant. Et il a encore des choses à apprendre, à transmettre, à faire avant de décéder. Je sais pas si c'est un peu clair ce que je dis. Donc c'est juste hacker ton cerveau. Et on en revient à quoi? Donc on a À besoin la, d'être accompagné à, forcément. à la perception. Dans ce protocole-là, tu ne pourras pas le voir tout seul. Parce que même quand je fais avec les clients, ils n'arrivent pas au départ. Faut pas rester tout Tu dois seul. les aider, tu dois les aider. Et après, tu donnes des exemples et tout. Puis après, une fois que le cerveau, il a vu en général 5 points positifs, il lâche. Et quand il lâche, c'est terminé. Après, il arrive à en trouver 50. Hmm. C'est le truc du fois après, c'est comme écriture automatique au début, il bloque. Mais non, qu'est-ce que tu me dis? C'est impossible. Dis-moi pas que c'est impossible. Et après, tu forces la personne. Je sais pas si ça te parle, ce que je dis. Ça me parle énormément. Et tu sais, il y a plein d'entrepreneurs, de fondateurs de boîtes qui nous regardent. Et bien souvent, ce que je vois, moi, dans les entrepreneurs que j'accompagne, il y en a très souvent, ils confondent le fait d'être productif avec le fait de vivre leur vie, vivre leur entreprise. Si tu avais un truc à leur dire pour déconnecter ou connecter ou être plus productif, mais sainement, tu leur dirais quoi? En fait, parce que la plupart des entrepreneurs, pour eux, productif, c'est en faire plus. Donc plus il en fait, plus il occupe son temps, plus il croit qu'il est productif. Mais c'est pas ça le productif. C'est quoi le premier signe? Productif, c'est quand tu avances dans un projet. Si moi je passe pendant 10 heures, je travaille 10 heures sur un projet, mais j'ai rien avancé ou très peu, est-ce que j'étais productif? Non, j'ai juste utilisé 10 heures de mon temps. Par contre, peut-être qu'en une demi-heure, je suis allé super vite et plus vite que les 10 heures. C'est là où on revient à l'énergie mentale. Comment ça rend compte, Fod? C'est là où quand toi, tu es entrepreneur, et je t'apprends rien sur ça, tu es un expert dans ce domaine, ça, tu fais une gestion de projet, tu mets des KPI, et c'est là où, en fait, comment on sait une personne qui change? Quand j'accompagne des gens, par exemple, moi, des gens qui sont dépressifs, comment on va voir qui vont mieux? Et donc, l'entrepreneur, c'est la même chose. Comment il sait qu'il est productif? Il y a du résultat? C'est quand il est dans l'action.
Aujourd'hui, c'est quoi la différence entre apprendre? En fait, tiens, je te pose la question et je vous la pose à vous. C'est quoi apprendre? Et c'est là où les gens encore, ils confondent tout. Et quand tu comprends cette notion, tu vas avec ton identité, tu vas la pousser Il y a et forcer à il y a changer. toujours un piège dans tes Il n'y questions. a aucun Donc piège. je, Non, donc je je vais, t'assure. je vais réfléchir avant de répondre. C'est juste que les gens, ils ont encore une mauvaise perception des choses. Apprendre. Qu'est-ce que c'est apprendre? Est-ce que si tu lis un livre et tu suis une formation, tu auras appris des choses? Ça dépend ce que tu en fais derrière. Donc, c'est quoi apprendre? Changer des habitudes. Exactement. Apprendre, c'est passer à l'action. Si toi, tu continues à faire ce que tu faisais avant, tu n'as rien appris. Tu as juste compris. Moi, je peux t'apprendre à faire une crêpe, là. Je vais te montrer une vidéo, je te donne les aliments, je vais te montrer. Est-ce que tu auras appris? Non, tu auras compris. Tu sais comment faire. Mais tu auras appris quand le jour où tu auras essayé. Et en plus, la première crêpe, elle est toujours... la deuxième, troisième, tu la foires. Donc, tu auras appris que quand tu es à l'action. Apprendre, c'est utiliser son savoir pour faire des choses qu'on ne faisait pas. C'est ça, apprendre réellement. Et surtout, dans l'apprendre, on va se tromper. La vie est un jeu vidéo. On va se tromper, on va mourir et on va recommencer. C'est ça. Et parmi ceux qui nous écoutent, il y a des entrepreneurs, des créateurs, des fondateurs, ils se reconnaissent dans ce que tu dis. Ils disent, OK, je veux changer des choses. Je veux être plus productif, mais je veux être dans le juste milieu. Je veux pas annihiler mon stress, mais je veux l'utiliser. C'est quoi la première chose qu'il fait demain matin? La première chose qu'il va déjà commencer à faire, c'est c'est commencer à identifier ce qui va pas dans sa vie. Aujourd'hui, moi, si je te remets une voiture, si j'emmène une voiture, pas à toi, mais à un garagiste, et je lui dis, elle démarre pas. Qu'est-ce qu'il va faire, le garagiste? Un diagnostic. Exactement. Donc, tu peux pas changer quelque chose, tu sais pas ce qui a changé. Et donc, à un moment donné, tu vas tester si c'est la batterie, est-ce qu'il n'y a pas d'essence déjà, est-ce qu'il y a de l'essence? Peut-être qu'il n'y a pas d'essence parce qu'il n'a pas vu. Et la jauge, ça ne marche pas. Et lui, il s'est dit, ouais, l'essence, elle ne marche pas. Peut-être c'est la batterie, peut-être c'est les bougies, peut-être c'est l'internateur. Il y a plein d'hypothèses. Mais le garagiste ne va pas venir tout changer. Ce serait une perte de temps, une perte d'argent. Donc, c'est déjà un diagnostic. Donc, déjà, chaque personne doit savoir qu'est-ce qu'il n'y a pas dans sa vie. Quelles sont ses pensées négatives qui se répètent en boucle. Dans quoi dans sa vie il n'avance pas? Qu'est-ce qu'il repousse? Sur quoi il procrastine? Quelles sont les choses qu'il a commencé, qu'il a arrêtées? Quels sont ses échecs? Est-ce que les échecs qu'il a eus sont répétés? Il y a un lien ou il n'y en a pas? En fait, il faut déjà identifier ce qui ne va pas en toi pour pouvoir le changer. Donc, on en revient encore à ce que je t'avais dit dans la pyramide de l'identité. C'est la connaissance de soi. C'est déjà savoir qui je suis, qu'est-ce que je vaux, quelles sont mes ressources, mais quels sont mes points de faiblesse. Et certaines que je dois assumer. Donc, cet entrepreneur, il veut réussir, mais déjà, il veut réussir dans quoi? Il faut savoir qu'est-ce qu'il n'y a pas dans sa vie. Est-ce que c'est des mauvaises habitudes? Est-ce que c'est son environnement? Est-ce que c'est ses pensées négatives? Est-ce qu'il a des traumas, des croyances limitantes? Est-ce qu'il a des peurs qui vont le pousser à procrastiner, à pas aller dans l'action? Est-ce qu'il a peur de réussir? Donc, en fait, il s'auto-sabote. En fait, il y a toujours des blocages qui sont inconscients. Donc, c'est déjà d'apprendre à identifier cela. Le deuxième, donc une fois qu'on a identifié, c'est changer le discours qu'on a de nous-mêmes. Moi, j'ai créé un protocole qui s'appelle Prépa pour reprendre le contrôle de ta vie. Tu vois, donc prépa, c'est la vie, pour moi, elle ne se prévoit pas, mais elle se prépare. Donc prépa avec un S. Et la première chose, on parle de gens qui sont pas bien dans leur vie, qui sont en loose ou dépressifs ou ce que tu veux. La première, c'est changer ta posture. Ta posture, elle va impacter ton énergie. Ta posture physique? Ta posture physique, ton attitude, ton comportement, ta façon de parler. Ça va avoir un impact non seulement sur ton environnement, mais aussi sur toi. Et si je peux te démontrer, regarde tes pieds et mets-toi en loose. En Ton loose, mec qui comme ça? le plus. Vas-y, et regarde tes pieds. Et je vais te demander maintenant de penser à quelque chose de négatif. Et je vous demande de faire exactement la chose. Vous allez voir, c'est tellement bluffant que vous allez croire, limite, c'est de la magie. Et maintenant, pense à un événement douloureux dans ta vie. Un échec. Pas trop douloureux, mais que ce soit suffisamment pour que tu sois pas bien. Il faut que tu ressentes une émotion négative. Et vous qui nous regardez, exactement la même chose. Tu l'as? Super. De 0 à 10, t'es à combien en termes d'émotions négatives? 10, c'est le maximum, et 0, t'es bien. Je suis à 12. T'es à 12. Je suis Ah énervé, ouais, là. ok, bon, je t'ai demandé un petit truc, lui, il part dans l'extrême, lui. Tout ou rien, toi. C'était un match perdu. Ok, très bien. Un match perdu. T'es à 12, t'es d'accord. Qu'est-ce que tu ressens, là? De la Dans ton corps. frustration. Et dans ton corps, où est-ce que tu le ressens? Ça boue Où ça? à l'intérieur. Très bien. Tu sais, Maintenant- c'est chaud. Regarde bien, hein. Maintenant, regarde le plafond, et mets les mains comme si t'avais gagné, comme ça. Vas-y, lève les mains. Là, non, bras en l'air, non, vraiment. Et regarde le plafond. Non, mais regarde les mains. Plus comme ça. Un peu plus comme ça, voilà. Là, et maintenant, repense exactement la même chose. Maintenant, regarde les pieds. Et repense la même chose. Il y a un changement. Mais Hein. carrément, regarde, on va switcher. Switch. Quand je dis switch, tu switch. Et repense, il faut que tu repenses toujours la même chose. Ah non, mais il y a un vrai C'est un changement. truc de fou. Non, mais... Pourquoi sais pas, On peut le l'expliquer. Mais pourquoi?
un Parce que magicien, quand un tu fais fun. comme ça, quand tu fais comme ça, ça c'est quoi comme. C'est quoi Le gagnant, c'est le le gagnant, triomphe. oui, je suis bien, je regarde le Ouais. ciel. Ah, l'heureux. Le corps, il enregistre cette émotion. Ouais. Donc lui, comment il fait une attitude qui lui rappelle un ancrage du bonheur, de Incroyable. bien, de réussite, et il pense à un truc négatif. Bah, automatiquement, le négatif, il change, juste avec la posture. Hmm. Ta posture va changer ton énergie. T'es fatigué là? Tu peux. Si, t'es fatigué. Lève-toi et bouge. Je bouge le corps. Vas-y, juste bouge. Où ça passe? On me verra pas la Ah, caméra. vas-y, je mais bouge comme ça. Ouais, bouge, va. Comme ça, bouge. Ah, ça et maintenant, donne- souris. ça donne Souris. de l'énergie. Souris. Ah, 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 wouh, ah, wouh. Et je vais arriver à une réunion, je dis, oh, c'est super, génial. Et j'applaudis. Ah, ça y est, j'ai la rage. Incroyable. Je suis là, bonjour. C'est vrai, mon attitude, tu sais, je suis un loser. Mon attitude renforce mon émotion négative. Tu sais, Mon sentiment négatif. ce que tu viens de faire précisément, j'ai vu Ouais. chez un grand acteur américain, Ouais. je sais plus qui, Mhm. et qui expliquait comment il change d'état avant une scène. Et il faisait exactement ce que tu fais, c'est incroyable. Moi, j'ai des élèves quand je les emmenais combattre. Et tu sais, quand tu combats, quand tu fais du MMA de la boxe là, et c'est au KO. En plus, c'est des combats qui sont. Tu risques ta vie, me dire, ou comme, tu risques ta santé, comme tu prends un KO, nez cassé, tu es bien. Bref, il y a un stress quand même. Et quand les gens, j'essaie de leur faire en sorte qu'ils changent leur pensée. Parce que c'est là où on va en venir après, qui est super important pour la gestion de la santé mentale. Mais s'ils n'arrivent pas à gérer la pensée, je leur dis, ok, maintenant, c'est quoi ton sportif préféré? Ton combattant préféré? Ils me disent, ouais, je dis n'importe quoi. Khabib. Ok. Khabib, là, s'il serait là, qu'est-ce qu'il te dirait? Il me dirait ça. Et comment il se comporterait? Comment il marcherait? Vas-y, fais comme lui. Et juste, il change sa posture déjà. Boum, il dit, ouais, c'est bon. Who cares, terminé. brother? Who cares? Ça y est, c'est terminé. Tu vois, c'est fou, hein? Il change juste parce qu'il a changé juste sa posture, Incroyable. son attitude. Juste son attitude, on dit long. Et regarde dans la rue, tous les gens qui sont pas bien, malheureux, tu verras, ils sont par terre, ils sont pas bien dans leur pensée. Il y aurait quelqu'un qui est heureux, qui est bien, il rayonne. Il y a le plafond, il est là, il marche, comme Conor McGregor, le torse. L'attitude, elle en dit vraiment long. Donc la première chose, c'est la posture. La deuxième, c'est le récit. Et c'est ce que tu m'as posé comme question tout à l'heure. Qu'est-ce que je dois te dire, moi? Je dois changer ma façon de parler. Mais quand je dis que je dois changer ma façon de parler, c'est que tout ce qui est négatif, je dois le supprimer. Je m'étais surpris, moi, il n'y a pas très longtemps, et je l'enseigne à des gens, tu vois. Et je suis quelqu'un de très, très positif, justement, l'énergie, on essaie toujours de la maintenir, alhamdoulilah, à l'emballer, comme on dit. Mais je me suis dit, des fois, quand je suis dans les bouchons, et moi, c'est une notion de temps, parce que je suis un cas qui ne sait pas du tout gérer ça, toujours en retard. Et quand tu as les bouchons, je dis, oh là là, fait chier, encore un bouchon, oh, fait chier, je suis encore en retard. C'est rien en vrai, mais ça bouffe mon énergie. Et je m'étais surpris qu'en fait, que je suis positif surtout, Sauf sur ça. des trucs qui me frustrent. C'est les en retard Ouais. ou le temps. Et je dis, ah ouais, et ben en faisant ça, je plombe mon énergie. Ok, je suis en retard. Et alors? Ok, ben je passe un coup de téléphone, je vais écouter un podcast, écouter un rappel. Il y a plein de trucs qu'on peut faire de positif. Et donc en fait, à chaque fois que toi tu te plains, la plainte, la victimisation et tout ton discours intérieur qui est négatif te bouffe ton énergie. Elle bouffe ton énergie. Même si Oui. c'est entre toi et toi, tout seul. Bah regarde, dis je suis fatigué. Je suis fatigué. 3 fois. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Ouais. Et maintenant dis j'ai pas d'énergie. J'ai pas d'énergie. J'ai pas d'énergie. J'ai pas d'énergie. Est-ce que c'est la même chose? Je suis fatigué, c'est plus. Je Bah, le sens plus fatigué. Le seul problème, c'est quand tu as dit je suis fatigué, tu as souri, c'est ça qui est bizarre. Et quand tu as dit j'ai pas d'énergie, tu sais ça. Donc toi, ton comportement disait l'inverse de ce que tu disais. Donc on recommence. Je suis schizophrénie. fatigué et fais le. Oh, je suis fatigué. Fais vraiment le. Voilà. Ok. Et maintenant on dit j'ai pas d'énergie. J'ai pas d'énergie. J'ai pas d'énergie, j'ai pas d'énergie. Est-ce que c'est la même chose? Bah, j'ai Les l'impression mots- que mon corps dit autre chose que. Les mots sont des fenêtres de notre énergie. Les mots sont vraiment vont avoir un gros impact sur notre émotion. Et donc l'émotion, énergie. Directement, radical. Si je dis je suis nul, bah, je vais être nul. Si je dis il est plus fort que moi, c'est terminé, c'est mort. Est-ce que je peux Tout ce qui est changer... négatif. Est-ce que je peux changer l'état de quelqu'un avec des Justement, mots? juste avec, bien sûr, exactement. Moi, mon enfant. Bien sûr, mais avec la répétition. C'est pas en une fois que tu vas dire ça et que ça va changer. On parlait beaucoup d'affirmations positives, comme la méthode Coué et compagnie, et qui a été prouvé que ça marche. Mais ça marche que si tu y crois et si tu le répètes suffisamment de temps. Les gens vont le faire 2 semaines, ils vont arrêter. 1 mois, ils arrêtent. Mais toi, ça fait 40 ans que tu as un logiciel, ou 20 ans, ou 30 ans, tu fonctionnes comme ça, tu crois qu'en 1 mois, tu vas tout changer. Ça prendra beaucoup plus de temps, mais ça aura un impact sur toi. Parce qu'on est ce qu'on répète. Mais c'est de moi à moi. Si de moi à mon fils, de moi à toi. Mais de toi à toi, c'est exact. Mais est-ce qu'il y a un impact sur eux? Justement, De moi à toi, par exemple. Tout est un impact. Tous les mots sont un impact. Si toi, tu me dis je suis nul, ça peut m'énerver. Ou je peux te croire. Et donc, je vais. Demi-finale championnat du monde, je boxe un gars qui s'appelle Mourad Sari. C'est une légende. Il était invaincu. C'était le premier non-thaïlandais à être champion de l'Open, c'est-à-dire
champion du monde en Thaïlande. De Le Muay Thai, premier non ouais. thaïlandais, c'est une Incroyable. légende. Ouais. À l'époque, je me rappelle quand j'étais parti faire un stage, pour te dire, hein, un stage en Thaïlande, et il y avait sa photo parce qu'il était champion, lui. Et je dis, ouais, je le connais, lui. Mais je connais parce que c'était un Français, j'ai la télévision. Ah ouais, tu commences ça? Ils m'ont fait rentrer dans le ring. Voilà, ils m'ont fait rentrer dans le truc, ils m'ont mis bien. Je sais pas que ils ont cru que je le connaissais pour de vrai. Pour Incroyable. dire, le mec, c'était vraiment un mec connu. Ouais. Et quelques années plus tard, je l'affronte demi-finale. Je parle du monde. Le combat, il est sur Internet. Et ben, deux attitudes. Ben moi, dans ma tête, qu'est-ce que je me disais d'après toi? Moi, je peux pas perdre, il faut que je le tue, je sais pas. Ouais, je regardais dans ma tête. Je Je te connais un peu. Je vais le défoncer. Voilà. Plus vulgaire que ça. Et je le regardais vraiment, mais Ouais. très très méchant. Pour dire, moi, je vais te défoncer. Tu vas voir qui je suis un petit jeune, mais moi, c'est moi qui va gagner aujourd'hui. Et lui, T'avais c'est un quel mec. âge à l'époque? 25 ans. Et lui, il est un mec gentil, tu vois. Très gentil, un vrai champion. Il vient vers moi, parce que je le regardais vraiment en mode énervé. Il vient me mettre la main sur l'épaule. Il me dit, oh, Fouad, qu'est-ce que t'as? Parce qu'avant de monter sur le ring, on est face à face. Côte à côte, ouais, on face à face. t'appelle, et après, toi, tu vas, il y a la lumière, le truc. Mais avant, le conflit de regard, il a déjà commencé avant, tu vois. Et lui, il me met la main dans l'épaule, je te jure. Hein. Et il me dit, oh, Fouad, qu'est-ce que t'as? Oh, c'est qu'un combat. Et je bégayais, moi. Parce que c'est une star. Je dis, si je perds. Et il me dit, moi aussi, je perds contre toi. Toi, t'es rien du tout. Moi, je suis une star, t'es invaincu, le mec. Je dis, ok. Mais ça n'a rien changé dans ma tête. Et j'ai gagné le combat. C'est quoi Si la... par contre, maintenant, j'aurais dit, on me dit, et tout le monde m'a dit, oh là là, si tu tombes contre lui, t'as aucune chance. Si j'aurais cru tous ces gens-là, bah, j'aurais rien fait. J'aurais pas été agressif, j'aurais pas cru. Donc, si j'y crois pas, je peux pas donner le maximum de mon énergie. J'y crois pas. Pourquoi tu donnes à fond? Je vais me donner à fond. Donc, j'aurais été un peu hésitant. Là, ouais, je vais gagner. Donc là, mon comportement, et j'ai réussi à gagner ce combat. J'ai même gagné, et ça a été mon premier titre de champion du monde en kickboxing. D'accord? Donc, il y a un truc qu'on doit comprendre, c'est que l'autocritique égale quoi? L'autodestruction. L'autocritique égale l'autodestruction. Si je répète, je suis nul, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, j'ai encore merdé, moi je suis un procrastineur. Ça devient ton identité. Quelqu'un qui veut faire du sport, par exemple, s'il dit je veux faire du sport, et l'autre il dit je veux devenir sportif, ou je suis sportif, qui va réussir? Je suis sportif. Et pourtant, c'est l'identité, c'est ce que tu disais au c'est début. juste l'identité. Ouais. Lui, il se voit comme un sportif, donc il va agir comme un sportif. L'autre, il est juste à faire du sport. Donc des fois, il n'aura pas envie, il n'en fera pas. Faire, ce ne sera jamais... l'action, elle précède l'identité. C'est ton identité qui précède ton action. Donc si tu veux changer comportement, ton attitude, ce que je te disais au début, on doit changer de perception, de logiciel. On a des programmes inconscients qui sont négatifs qu'on doit changer. C'est juste des logiciels. C'est comme si je tournais avec un Windows de 98, alors que maintenant c'est l'IA. Ça n'a pas de sens. Je vais être au ralenti et ça marchera pas. Ça buggera. C'est juste un logiciel qui est... Ou alors, encore ça, c'est un logiciel. Mais si j'ai un virus, je peux mettre ChatGPT ce que je veux, mais le virus, Ça n'avance pas. ça avancera toujours pas. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Très clair. Donc voilà, tu me regardes quand t'as eu non? Je bois tes paroles, Fouad. Un dernier conseil. Moi, j'ai compris de ce que tu viens de nous dire, que la santé mentale, bah, ça se soigne. Il n'y a pas de fatalité. Bien sûr, exactement. Et puis, on commence par se regarder dans la glace le matin, se dire où est-ce que j'ai un problème, où est-ce que ça va pas. Identification. Déjà, donc, après, quand tu es vraiment dans la pression, c'est pas évident de faire ça. C'est ce ça que je veux dire. crédible, parce que c'est vraiment un cas où même réfléchir, ça devient un effort. Et est-ce qu'en Tout tant devient un effort. Mais si on devait résumer, tu vois, c'est que quand tu es dépressif, il y a aussi un truc qui est important, dépressif ou burn-out, c'est que c'est pas une question de faiblesse mentale. Et c'est là où les gens ils comprennent, c'est une maladie. Merci. C'est considéré comme une maladie. Merci, ouais. C'est-à-dire que moi, toi, regarde, on va aller plus loin. Regarde les mecs qui ont fait la guerre du Vietnam, c'est là où on aura parlé de stress post-traumatique. C'est des guerriers, les mecs, ils sont habitués à tuer les gens ou à se faire tirer dessus. Ils se sont entraînés, c'est des machines de guerre. C'est leur boulot. Mais malgré tout... Quand ils reviennent dans le monde réel... quand ils sont revenus, c'était trop le stress accumulé, c'est un épuisement. Épuisement, tu peux pas te préparer à ça. Tu pourras jamais te préparer. Donc en fait, les dépressions, le burn-out, c'est juste un épuisement mental. Donc c'est pour ça qu'en amont, tu dois travailler sur diminuer le stress, qu'on a parlé tout à l'heure. Donc il y a ce qu'on appelle la règle des 10 S pour diminuer le stress. Le premier S, je te l'offre, et le deuxième, c'est vous le trouvez, vous le mettez dans les commentaires. Le premier, c'est quoi? Sport. On commence par le physique. Ensuite, le sport, c'est le meilleur antidépresseur. Il est aussi efficace qu'un antidépresseur. T'imagines? Il est aussi efficace qu'un antidépresseur. Donc je le dis, c'est la science. N'importe quel sport. Non, un sport il faut que tu te dépenses quand même. Donc, qu'il y ait un peu d'endorphine, exigeant, de dopamine, que tu prends du plaisir, mais en même temps tu te dépasses un peu. Voilà. Mais le sport, c'est voilà. Donc le sport. Ensuite, il reste 9 S à trouver. Ça fait beaucoup. Ouais. Qui permettent de diminuer le stress. De diminuer le stress. Ouais. Et il y en a un, c'est un S apostrophe. J'ai triché quand j'avais fait créer ça. S'accrocher. Non. Je sais pas, je faisais. S'alimenter. S'alimenter. Souffler.
s'hydrater, sortir, sexe, s'entourer, tu vois, s'amuser, sourire, tu vois. Et je crois que je les ai dit. S'entourer, c'est super important aussi. Moi, dans tout ce que je comprends, Fouad, et on va... Et spirituel aussi. Oui, Voilà, développer dans sur la la c'est chaîne. spirituel aussi. Dans tout ce que je comprends, et on va clôturer sur ça. La santé mentale, ce que je comprends, et je parle sous ton contrôle, mais ça s'améliore. Exactement. Deux, on n'est pas tout seul. Il y a des gens, il y a Exactement. des professionnels qui peuvent aider Exactement. les gens. Exactement. Et il n'y a pas de fatalité. Non. Peu importe où on en est, est-ce qu'on a l'impression d'être dans un trou et qu'on pourra jamais s'en sortir? Première chose à se dire, je pense, c'est pas une fatalité. Non. Tu peux t'en sortir. Exactement. Tout le monde s'en sortira. Ça prend juste du temps. Tu vois, quand quelqu'un a un événement difficile, j'écris moi des... Tu vois, il y a le mindset. On parle beaucoup de mindset, ce mot qui est devenu à la mode. Et moi, j'ai créé 5 types de mindset. Il y en a qui est connu, c'est celle de Carol Dweck, qui est une chercheuse à Harvard, qui a dit qu'il y avait le mindset fixe et le mindset de croissance. Et elle a raison. Sauf que c'était pas complet en fait dans ce qu'elle disait. Parce que le mindset, ça veut rien dire. J'ai le mindset d'un moine, il ne sera pas le mindset d'un sportif. L'autre, c'est rien faire du tout, il va juste. Donc, le mindset de l'entrepreneur, mine de rien, ce ne sera pas le même que le sportif. Le sportif, c'est pas rentable. Il va passer des heures et des heures pour gagner un petit peu. Le businessman, lui, il faut de la rentabilité tout de suite. Il n'a pas le temps. Donc, le mindset, ça ne veut rien dire, en fait. Donc, ça dépend dans le mindset d'une maman, ce ne sera pas le même mindset. Tu vois, donc mais si on devait dire et être complet, moi, j'ai créé 5 mindsets. Et il y en a un, tu vois, pour quelqu'un, quand vous êtes dans un passage difficile, parce que c'est là où, en fait, vous allez avoir une dépression, un burn-out. Tu vois, c'est parce que tu vis un événement qui est douloureux ou un épuisement, peu importe. Ben, c'est se dire, avoir le mindset de l'aigle. Pourquoi l'aigle? Parce qu'un aigle, ça prend de la hauteur. Et donc, du coup, il voit petit. Donc, l'obstacle est grand, en finir, quand il prend la hauteur, s'il n'active pas ses regards, il peut le voir tout petit. Donc, il prend de la hauteur. C'est prendre de la hauteur sur l'événement. Ensuite, l'aigle a une vision. Il voit loin. Il ne va pas rester coincé sur le truc. Il a une vue d'ensemble. Il prend de la hauteur. L'aigle, il va se servir du vent pour monter encore plus haut. Donc, l'obstacle, ou comme on dit quand il y a une tempête, ben, ce n'est pas un problème pour le contraire. Il va se servir de la tempête pour encore s'élever encore plus haut. Comme on dit, tu vois, quand il y a une tempête, ben, le problème, c'est pas la tempête. Est-ce que tu as les bons voiles? Si tu as les bons voiles, si tu n'as pas le voile, tu vas couler. Pour dire que le problème, c'est même pas le vent. C'est est-ce que tu as les bons outils pour ça. Et l'aigle, du coup, il prend de la vision. Un aigle, il est capable de s'attaquer à une proie beaucoup plus grosse que lui. D'accord? Il ne s'attaque jamais à des proies qui sont mortes, toujours vivantes. Mais surtout, c'est la vision à long terme. Donc, quand vous vivez quelque chose de difficile, si vous dites, OK, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, quand j'y penserai, est-ce que ça sera aussi important? Non. Bah, tu vas dire que non. OK, je suis en instance de divorce, je suis au chômage, j'ai échoué une boîte, j'ai perdu un match, un examen, peu importe. OK, mais quand j'y penserai dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que ça aura la même importance? Et la réponse sera non. Tu vois? Et même si c'est le décès de quelqu'un, dans 10 ans, quand il pensera, il y aura beaucoup moins d'impact émotionnel. Peu importe. Peu importe la douleur, même la mort d'un petit, forcément, avec le temps, ça va s'estomper. Ça ne veut pas dire disparaître, ça va s'estomper. Et des trucs de la vie de tous les jours, bah, tu n'y penseras même plus. Mais sur le moment, on grossit, nous, l'événement. Parce qu'on a la peur de l'échec, la peur de souffrir. Et donc, la force mentale, c'est cette capacité à quoi? À endurer, à résister la douleur physique et mentale. Je l'accepte et je vais de l'avant. Je m'en sers pour aller de l'avant. Je la dépasse. Mais tant que je la refuse, je suis enchaîné dans mon passé. Merci Fouad. C'était impactant. Merci pour tes mots. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont ressentir ce que moi je ressens tout de suite. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens? La première chose, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Ce que Exactement, je comprends, exactement. il faut se faire aider parce qu'il y a beaucoup d'hommes, pardon, je fais une intro sur une petite parenthèse sur ça, mais il y a beaucoup d'hommes pour des questions d'entourage, des questions sociales, ils n'osent pas demander de l'aide. Tu vois, des questions d'ego, merci. L'ego. Et ce que je comprends avec toi, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ego. On a tous des problèmes, il y a des gens qui ont des solutions, pourquoi je n'irais pas le voir? Qui peuvent m'aider plus vite. Merci Fouad. Merci de ta gentillesse. De rien. À bientôt. À bientôt.